Bonsoir à tous. C'est une destination mythique, un pays qui suscite beaucoup de questions, mais également une part de fascination. Reporter vous emmène sur l'île de Cuba. À l'exception des bulletins de santé d'un Fidel Castro retiré de la vie politique, Cuba ne fait plus vraiment la une de l'actualité internationale. Une indifférence que ne partagent pas ces touristes belges que nous avons suivis à Cuba. Tous sont travailleurs volontaires et sont venus passer leurs vacances d'été dans ces champs. L'essence de la révolution cubaine, c'est aussi le travail volontaire. Certains sont des militants qui soutiennent la révolution castriste. D'autres, en revanche, sont surtout venus vivre une nouvelle expérience à 8000 km de chez eux. Quand j'ai vu Cuba, je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que c'est quand même un pays qui a un système très différent du nôtre et je pense qu'il peut nous apporter des bonnes idées. Loin du confort des hôtels 5 étoiles et des lagons bordés de palmiers, les brigadistes, comme on les appelle ici, logent tous ensemble avec d'autres sympathisants communistes dans des conditions plutôt spartiates. C'est le confort d'un travailleur, cubain, et c'est ça qu'on voulait vivre. Ouais. Le voyage doit leur permettre de mieux comprendre ce pays complexe, sous embargo américain et en proie aux difficultés économiques. Un pays qui semble se diriger vers d'importantes réformes. C'est comme un disque un peu rétro, qu'on n'a plus écouté depuis longtemps. Un autre temps, une autre époque, voilà ce qu'on se dit et ce qu'on ressent quand on débarque à La Havane. 52 ans après la révolution castriste, la capitale cubaine n'a pas changé, ou si peu. Les vieilles américaines sont certes moins nombreuses, mais elles tiennent vaille que vaille. Un peu à l'image d'un Fidel Castro, moins présent physiquement, mais ne vous y trompez pas, le vieux leader et ses idées veillent toujours sur un pays où vous ne verrez aucune publicité. Pas de message d'ordre commercial, mais de la propagande révolutionnaire. Comme si la guerre froide n'était pas finie, le pays reste sur ses gardes et guette une hypothétique invasion nord-américaine. Mais où en est réellement Cuba aujourd'hui, politiquement mais surtout économiquement? La flamme du socialisme brûle-t-elle toujours d'un feu ardent ou ne serait-ce qu'une façade qu'on ne finit pas de repeindre, mais qui ne trompe plus personne? Le Parti communiste, seule formation de l'île, répondra peut-être à nos questions, mais en attendant, ce sont des Belges que nous retrouvons au cœur de la Havane. Quand on arrive la journée, il y a plus de livres. Un groupe de travailleurs volontaires que nous allons suivre pour tenter de comprendre ce pays chargé d'histoire. Mais cet après-midi, ce ne sont pas les manifestes socialistes que l'on trouve sur cette place qui vont les attirer, mais un petit orchestre des rues. Dans le groupe, il y a notamment Morgane, étudiante en communication, Bram, qui est infirmier, sa sœur Roselyne, étudiante en médecine, a aussi tenu à faire le voyage. Enfin, Jean, l'anthropologue, est à la tête de cette petite délégation belge à Cuba. Oui, première fois pour moi que je viens à La Havane et on espérait voir de l'authenticité. Et on a trouvé ces chanteurs reconnus, c'était très très chouette. Et puis voilà, il suffit de commencer à danser, de se mettre avec eux et de commencer à chanter. Et puis voilà, il y a des liens qui se créent facilement. Ce premier contact avec le pays en réjouit déjà plus d'un. C'est un magicien. Il est super. Une immersion haute en couleurs qui n'a pourtant rien d'original. Cuba est un grand cliché. L'idée, c'est de commencer par les choses évidentes et puis aller au-delà. Parce que derrière les clichés, il y a un peuple, il y a tout un pays, il y a tout ce qui se passe. Et c'est ça que je veux leur montrer, leur faire découvrir. Cuba pourrait en effet pour certains se résumer à une carte postale qu'on vous envoie des Caraïbes, plages de sable fin, lagons bordés de palmiers et des hôtels, tous aussi chics les uns que les autres. Une destination de rêve et des paysages exotiques à 8000 km de la Belgique dont nos travailleurs volontaires ne verront rien. Changement de lieu, autre confort. On vous l'avait dit, le groupe belge loge dans des conditions radicalement différentes. Leur hôtel n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un campement. Il est 5h45 ce matin et l'heure du réveil vient de sonner. Jean est l'un des premiers debout. Good morning, Belgium. Chaque matin, le groupe est réveillé à la même heure par le chant du coq et par cette chanson, diffusée
par haut-parleur. Une manière de motiver des gens qui ne sont pas venus faire du tourisme au sens classique du terme. À 6 heures, on se prépare à déjeuner, enfin pas tous. En général, avant de partir, je réveille les derniers. Puis, on se réunit tous dans la cour, là, au milieu. On nous distribue nos tâches selon les brigades, donc les groupes des différents pays. Car les Belges ne sont pas les seuls ici. D'autres brigadistes, comme on les appelle à Cuba, sont venus de l'étranger pour travailler dans les champs et être au fait de la réalité cubaine. Un voyage de solidarité en quelque sorte, durant lequel le mot confort sera presque totalement banni. C'est pas le confort hôtel 5 étoiles, ça c'est pas du tout... Mais c'est annoncé avant de partir, hein, c'est le confort d'un travailleur, le confort d'un travailleur cubain, et c'est ça qu'on voulait vivre. Ouais. Après un petit déjeuner très rapide, il est déjà l'heure de se rassembler dans la cour. Les brigadistes viennent de 19 pays différents et doivent effectuer des travaux sur des terrains agricoles cubains. Para la carreta, para el trabajo de descarte de la frutabomba, Austria, Alemania, Suiza y Bélgica. Bah si, il faut le tracteur. Le tracteur, ça fait ça. C'est décidé, le groupe passera la matinée dans un champ de papaye. Belges, Suisses, Allemands et Autrichiens, tous ont hâte de s'y mettre. Embarquement immédiat dans un vieux tracteur de l'époque soviétique et déjà première notion de travail volontaire. C'est le Tché qui a mis ça en place. Au départ, pour garder l'esprit de la révolution, c'était vraiment basique. Le fait de demander à chacun de travailler gratuitement pour l'ensemble du pays, ça faisait vraiment partie de l'esprit de la révolution. Il disait que les enfants à l'école, pendant les week-ends, devaient prendre un certain temps, le mercredi après-midi, pour faire du travail volontaire. D'abord, ça leur apprend à travailler, ça les met un peu dans le monde du travail. Donc non seulement ils apprennent à l'école, puis en plus ils apprennent tout de suite à bosser. Bon après, le travail des enfants et tout ça, mais ça reste léger pour eux évidemment. Pour le groupe, le travail de ce matin n'aura rien de léger. Eneron Seyo est paysan et il a besoin de leur aide. Bah, apparemment c'est très... je pense ça grossièrement, il ne faut pas aller dans les détails. Hein. Il ne s'agit pas de retirer les petites mauvaises herbes. Une tâche ingrate et physique qui va durer plusieurs heures et qui ne sera pas du tout rétribuée. Les brigadistes belges ont même payé pour vivre le travail volontaire de l'intérieur. Meilleure façon, paraît-il, de comprendre la révolution cubaine et l'idéologie qui la guide. L'essence de la révolution cubaine, c'est aussi le travail volontaire. C'est pas que ça, il y a aussi l'éducation évidemment, mais le travail volontaire, c'est vraiment une façon de donner beaucoup de soi-même pour que ça marche bien. On n'imagine pas dans un système capitaliste comme le nôtre que les gens se mettraient tout d'un coup à travailler volontairement. Bon, c'est sûr qu'il y a du travail bénévole dans beaucoup d'endroits au niveau social, mais là il s'agit d'alléger la pauvreté. Ici c'est différent. Là il s'agit vraiment de faire fonctionner le pays d'un bout à l'autre. Je n'irai pas travailler volontairement dans une usine pour faire que le système marche mieux. Ça ne me passerait pas par la tête. On l'aura compris, Jean est un convaincu du socialisme à la cubaine, mais les membres du groupe avec lequel il voyage ne sont pas forcément tous des militants d'extrême gauche. Chacun a son parcours et ses motivations. Je cherchais déjà à faire un voyage. Je cherchais à faire un voyage un petit peu différent. Je voulais l'Amérique latine, mais pas spécialement Cuba. Puis quand j'ai vu Cuba, je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que c'est quand même un pays qui a un système très différent du nôtre et je pense qu'il peut nous apporter des bonnes idées. Même si dans ce système, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que dans tous les brigadistes qui sont ici, on est tous venus pour des raisons différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus engagés que d'autres. Et voilà, chacun se respecte. Chacun y vient avec ses valeurs, avec ce qu'il a à penser et on retire ce qu'il en veut. C'était un rêve de voir la réalité de Cuba. Puis oui, je pense que c'est un exemple que j'utilise souvent pour défendre mes opinions politiques. Et je voulais donc l'avoir vu pour pouvoir l'utiliser, pour justement défendre mes opinions politiques.
et puis comprendre comment ça peut marcher, le communisme. Roselyne est tout aussi pétrie de valeurs socialistes que son frère Bram et elle se pose autant de questions. Toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai beaucoup entendu parler du communisme et de Cuba. Et c'est quelque chose de fort différent. Ce que j'ai entendu à la maison est fort différent de ce qu'on apprend à l'école. Et j'avais envie de faire ma propre idée en venant vraiment voir le pays. Et je pense que c'est le moyen qui s'est offert à moi, c'est ça. C'est la brigade. Voilà, là on a mérité notre pause. Le voyage ne se résumera pas du travail dans les champs. Ok, approchez. Aujourd'hui, William, un guide cubain, a décidé de les éclairer un peu plus sur l'économie de ce pays et son fonctionnement si particulier. Explication, ça c'est une bodega, une épicerie. Oh, excusez-moi, déculpe. Vous voyez, ici c'est l'État, ici c'est des produits rationnés, subventionnés par le gouvernement. Le rendez-vous a lieu devant une épicerie d'État, une bodega. Ici, les clients sont tous munis de la libreta, un carnet de rationnement qui permet à tout Cubain de disposer d'un panier de produits alimentaires subventionnés par l'État. Le principe de la carte de rationnement, c'est de donner le minimum pour survivre à toute la population. De cette façon-là, il y a tout le monde à 100% qui est assuré d'un minimum, subventionné par le gouvernement, accessible. C'est un principe d'égalité et de justice et de sécurité alimentaire pour toutes les familles à Cuba. Voilà, ça c'est la carte de rationnement. Hein. C'est le contrôle de vente pour des produits alimentaires. Alors il y a un numéro, il y a le numéro de la famille et il y a, vous voyez, les noms de la personne. Il y a les différents produits, du riz, des haricots, du savon, du dentifrice, du café. Acquis social important de la révolution cubaine, la libreta ne peut néanmoins subvenir à tous les besoins alimentaires d'une famille. Aujourd'hui, le carnet de rationnement constitue certes une aide, mais il est loin d'être suffisant et se limite de plus en plus à quelques produits de base. Il y a beaucoup de produits qui sortent maintenant du cahier de rationnement pour s'en aller à la vente libérée plus chère. Parce que le gouvernement n'a plus le moyen de subventionner ces produits-là. La libreta et les épiceries d'État, symboles de l'économie planifiée, pourraient donc disparaître au profit des marchés privés, où nous nous rendons cet après-midi. L'équation est simple, Cuba importe 80% de son alimentation. Pour les finances publiques, cela représente 1,5 milliard de dollars. S'il veut éviter la faillite, l'État est condamné à moins subventionner et à favoriser ce genre de marché. Ici, les privés viennent commercialiser leurs marchandises. En ce moment, à Cuba, il y a le gouvernement qui encourage les privés de distribuer de terres pour augmenter le nombre de personnes qui font l'activité paysanne de travailler dans l'agriculture et pour augmenter la production agricole pour que le peuple puisse avoir accès à la nourriture. L'État, qui contrôle pratiquement tous les secteurs d'activité, a donc décidé de lâcher du lest en introduisant l'économie de marché par petites touches. Alors, une question, serait-ce la fin du modèle socialiste cubain? Ça ne veut pas dire que Cuba va dans l'élection du capitalisme, parce que ça, c'est pas le capitalisme. Ça, c'est une toute petite entreprise, c'est des petits paysans, c'est des coopératives paysannes, et c'est des producteurs à petite échelle. Il n'y a personne ici qui est un grand propriétaire. Non, non, c'est tout à petite échelle, familiale, quelques employés, 5 employés, 8 employés, c'est tout. Les choses sont en train de bouger à Cuba. De l'aveu même de certains dirigeants, le modèle communiste hérité de la révolution semble avoir vécu. Ricardo Alarcón, président de l'Assemblée nationale et ancien ambassadeur de Cuba aux Nations Unies, en est convaincu lui aussi.